Allez, en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une I am a feminist. Je vous obsède avec une constance Je ne me suis pas qui conduit appelle quand même l'admiration. d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes ? Comment habitent-elles leur corps de femme ? Que pensent-elles ? Écrivent-elles ? Une fois par an, le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, on a l'impression que le féminisme importe. Ça dure 24 heures et on a toutes les raisons de le déplorer. 24 heures, c'est tellement ridicule quand on mesure l'ampleur de la question. Mais c'est mieux que rien, pas vrai ? Mon 8 mars, je l'ai passé à la galerie Le Cœur, rue de Turenne à Paris, avec vous, poudreuses, qui étiez venues assister au premier épisode de La Poudre enregistré en public. Il y avait une expo de photos de femmes nues, photographiées par des femmes photographes. C'était superbe et on va vous remettre toutes les images sur les réseaux sociaux. Autour de mon micro, ce jour-là, il y avait aussi des combattantes, des pourfendeuses de patriarcat. Élise Thiebaud, qui a écrit un livre passionnant sur les règles. Elvire Duvel-Charles, qui a milité seins nus dans le mouvement Femen. Et Rebecca Chaillon, performeuse, comédienne et militante féministe intersectionnelle. Avec elle, on a parlé du corps des femmes comme arme militante. Je m'attendais à un échange grave, urgent. Je pensais qu'on parlerait culture du viol, GPA, prostitution, injonction. Et ben en fait, toutes les 4, on a passé 1 heure à se marrer. Ça fut une discussion à bâton rompu sur la création et sur la liberté. On a parlé politique aussi, car je savais que cette émission serait diffusée entre les 2 tours de la présidentielle. Et je la voulais comme une petite capsule temporelle envoyée d'un avant que l'extrême droite n'arrive au second tour, avec tout ce que ceci peut signifier en termes de menaces pour les droits des femmes. Écoutez-la aussi comme une suggestion. Faites ça, rassemblez-vous, pensez et riez, parlez politique, interrogez-vous. C'est le moment ou jamais. Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode de La Poudre, enregistré en public. Nous sommes dans le sous-sol de la galerie Le Cœur, rue de Turenne à Paris. Et j'ai face à moi 20 visages d'auditrices de La Poudre qui sont là sur leurs petits bancs, leurs petits poufs, leurs petits cubes, toutes oreilles tendues vers moi et mes invités. C'est émouvant, c'est très troublant. Et j'ai autour de moi 3 femmes avec lesquelles nous allons parler de corps, du corps des femmes et de son pouvoir politique. Bonjour Élise Thiebaud, vous êtes journaliste, féministe, copine, et vous avez publié un livre intitulé « Ceci est mon sang, petite histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font ». Je suis vraiment ravie de vous recevoir. Et je suis ravie d'être là. Bonjour Rebecca Chaillon. Bonjour. Vous êtes comédienne, performeuse, directrice artistique. Vous avez fondé une compagnie, la Compagnie du Ventre, et votre travail scénique questionne la représentation du corps, le désir. On va en reparler. Merci beaucoup d'être ici. Avec plaisir. Bonjour Elvire Duvel-Charles. Vous êtes aussi journaliste et réalisatrice, et également féministe. Alors je vous ai contacté aussi et surtout parce que vous avez fait partie du mouvement Femen. Vous avez utilisé votre corps très concrètement comme outil de contestation politique, donc merci beaucoup d'être ici. Merci pour l'invitation. Alors avant d'attaquer le vif du sujet, je voulais rappeler que cette émission accompagne une exposition de femmes photographes. Elle est là, au-dessus de nos têtes, dans la Galerie du Cœur. Donc ces 4 femmes photographes font en commun un travail sur la représentation de la nudité féminine. Donc on y retrouve les portraits très sensuels de la fabuleuse Sonia Sieff, extrait de son livre Les Françaises, le travail de Maroussia Rebec, qui est ma copine et que je l'aime, qui depuis 10 ans met en scène son propre corps nu dans une joyeuse série baptisée Maroussia toute nue. Il y a des images d'Alice Moitié qui pose des femmes nues dans des paysages pop et incongrus, et enfin les puissantes photos d'Estelle Anania où les femmes et leur corps émergent de vulves rouges magnifiques et questionnent la production et la reproduction. Alors, l'idée de ce podcast, de l'émission, c'était de compléter l'exposition pour aller creuser la dimension qui m'a semblé évidemment féministe et politique de la démarche de ces photographes. Donc, je me tourne enfin vers vous. L'introduction était à super rallonge, je suis vraiment désolée. Mes invités, pour vous poser la question, pour commencer, est-ce que le corps des femmes peut être une arme politique ? Et je me tourne d'abord vers vous, Elvire.
Évidemment, puisqu'en fait, on fait le constat très rapidement de voir que tous les droits des femmes, que ce soit l'égalité salariale, le droit à l'avortement, le droit de se voiler ou pas, etc., touchent au corps de la femme. Donc évidemment que ça devrait être, selon moi, à mon sens, un des premiers outils de lutte contre le patriarcat, puisque c'est ce qui fait Enfin, toutes les tensions en fait sont autour de ce corps-là qu'on doit montrer, ne pas montrer, en fonction des cultures et des endroits. Mais évidemment qu'il y a une grosse question autour du corps de la femme et que finalement, dès qu'il sort de la case et du but pour lequel on aimerait le voir, tout d'un coup, on voit que c'est un corps qui déstabilise énormément. Et on voit bien, quand on voit les arrestations de certaines actions féminines dans des lieux incongrus, qu'en fait, les policiers savent pas quoi faire, en fait. Dans l'Assemblée nationale ou au Parlement, quand les Espagnols sont allés crier aborto es sagrado, en fait, l'avortement est sacré. L'avortement est sacré. On voit bien que on ne s'attend pas en fait à un corps nu de femme, mais en action dans un espace politique. Donc c'est ça la base du mouvement féminin. C'est la base du mouvement féminin, c'est vraiment de se dire utilisons le corps qui est l'objet un peu de toutes les misères, etc., et qui est un peu devenu la tête de turc du monde, quoi. C'est le corps de la femme, tout le monde a bloqué là-dessus. Il faudrait savoir pourquoi, hein, parce que c'est, somme toute, pas très menaçant, je trouve, mais puisque c'est menaçant, utilisons-le pour menacer le patriarcat et remuer un peu tout ça, quoi. Ça vous fait réagir, Élise ? Oui, moi ça me fait réagir et ça me fait rire, parce que c'est exprimé avec une verve qui me plaît, mais moi je trouve que le corps de la femme, enfin la femme n'existe pas, on est quand même d'accord. Le corps des les femmes. Oui, bien sûr. Si j'ai dit de la femme, tapez-moi, parce que je voulais dire des femmes. Alors moi je vais taper personne. Moi je suis à côté d'elle. En plus, elle est mal placée, et puis je pense qu'elle pourrait m'en retourner une aussi, donc on va être copines. Mais justement, le corps des femmes, le corps féminin, à mon avis, c'est moins une arme. Moi, je n'utiliserai pas ce mot d'arme. Et vous n'avez d'ailleurs pas utilisé non plus, Elvire, ce mot-là. Vous avez parlé d'outils ou d'instruments, ce qui permet de construire et de fabriquer, et pas de faire de la violence, justement. Par contre, le corps des femmes, c'est un champ de bataille. Et ça, vous l'expliquez extrêmement bien. Donc, se libérer de ce champ de bataille, exister, affirmer son corps comme on a envie de l'affirmer, et d'en faire, disons, non pas une arme politique, ni un objet politique, mais un sujet politique, c'est ça tout l'enjeu, à mon avis, auquel on a affaire maintenant, et que vous incarnez, et que plein de femmes et d'hommes, à leur manière, aussi incarner, c'est ça, être dans son corps. Déjà être dans le sien, pas dans celui des autres. Ça vous parle, Rebecca, ce corps-objet qui devient sujet ? Oui, parce que j'ai mis un peu de temps à comprendre que mon corps évoquait des choses que je ne maîtrisais pas, en tout cas, où il y avait beaucoup de projections et beaucoup d'attentes. Quand j'ai commencé la performance, moi j'ai fait des études théâtrales, conservatoire, art du spectacle, voilà, entourée plutôt de personnes blanches, à étudier des auteurs, plutôt blanches, des personnes blanches, et du coup avoir plein de spectacles tout le temps, avec de la nudité, plein de choses, et quand moi-même j'ai voulu me prêter au jeu d'écrire, de me mettre en scène et de mettre en scène cette nudité-là, et de raconter des choses autour de la faim, du désir et tout. Et les retours que j'avais, c'était « Ah, merci de nous montrer un corps différent, un corps politique, machin ». Et j'étais là, genre quoi ? J'ai rien demandé, je viens de raconter mon histoire comme d'autres, gna gna gna. Et en fait, non, les gens, ils y voyaient d'avant tout, un endroit hyper politique, de montrer un corps gros, noir. Bon, à l'époque, j'avais pas de cheveux non plus, j'étais rasée, donc quelque chose qui questionnait aussi le genre et le rapport à la féminité, tout ça, enfin bon. Donc là, je me suis aperçue qu'il y avait un truc à faire.
Mais vous avez un point commun, et vous venez de très bien l'expliquer, Rebecca, c'est que vous utilisez toutes les trois votre propre corps pour militer, pour éveiller les consciences. Donc je pense à Cannibal, donc, que cette performance scénique que j'ai pas eu la chance de voir en vrai, mais que j'ai vu un peu en vidéo. Et en fait, en gros, vous mangez de la viande crue sur le corps nu de votre partenaire sur scène. L'idée, c'est l'amour dévorant, c'est ça le message qu'il y a derrière. En tout cas, vous vous mettez vraiment en scène, vous donnez de votre personne et de votre corps pour l'exprimer. Elvire, évidemment, avec vos actions fémènes, je repense notamment à ce happening d'anthologie Notre-Dame de Paris en 2013, qui avait fait beaucoup parler. Et même vous, Élise, parce que vous parlez de votre propre expérience de femme menstruée, de votre ménopause, de vos premières règles, de votre vécu, pour questionner sur les règles et sur les règles qui en découlent. Est-ce que c'est pas, pardon pour le cool, et qui en découlent. Est-ce que c'est pas en fait la base de toute prise de conscience, voire même de tout féminisme militant, de commencer par soi, de commencer là en fait? Rebecca, je pense qu'il faut vraiment, de ce premier, en tout cas de cette première, comment on va dire ça, de retour miroir des spectateurs à ce moment-là. Je pense vraiment que c'est là que j'ai compris qu'il fallait savoir d'où on parlait, qui on était, où on était. Donc du coup, ça peut en tout cas pour moi, ça ne pouvait commencer que par moi. En plus, je lis pas beaucoup d'essais, de trucs et tout, donc la seule expérience ou la seule théorisation possible, elle partait de moi à ce moment-là. Donc utiliser mon corps pour faire passer des choses, pour comprendre des choses. C'était la base quoi pour moi. Ça l'est toujours encore un peu. Après, moi je suis pas certaine que... Je pense que j'ai eu moins de mal à voir l'injustice du sexisme dans des situations où j'étais pas impliquée que pour moi-même. Donc par exemple, je suis la première à dire à ma copine mais non, t'es pas grosse, t'es très belle comme ça, alors que pour moi ça met beaucoup plus de temps avant que j'ai ces raisonnements à comprendre les oppressions que vous subissiez. Voilà, je pense que c'est beaucoup plus compliqué en fait. C'est toujours plus simple de le voir chez les autres et de dire mais c'est pas normal qu'on me traite comme ça au travail, c'est pas normal que ton mec te traite comme ça, c'est pas normal que les mecs dans la rue ils se retournent sur toi et ils te parlent comme ça. Et en fait, quand ça t'arrive à toi, tu tends à minimiser, je pense, la chose. Donc moi, je suis pas certaine que ça soit passé la partie de là. Je pense que c'est presque mon but ultime, c'est d'arriver à m'appliquer les principes pour lesquels je me bats, qui peuvent être tout simples, hein, mais je trouve que c'est plus compliqué en fait. Et j'admire les femmes qui arrivent à commencer par là, mais je pense que pour moi c'est beaucoup plus compliqué de... Alors c'était quoi le déclic? Parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort. Moi j'ai une admiration complètement démesurée pour ce que vous avez fait. Enfin une admiration, en tout cas je suis béate. Surtout les images que ça produit, ces corps de femmes nues qui sont parfois embarqués par des hommes armés, sous les flashs des photographes. Qu'est-ce qui fait un jour, ok, je vais me dépoitrailler, je vais écrire un slogan anti-FN sur mes seins et je vais me foutre devant Marine Le Pen? Je pense que le déclic c'est le groupe en fait. Et c'est moi, mon déclic, clairement, c'est je travaillais dans un milieu sexiste, comme la plupart des filles d'entre nous qui travaillent et qui se tapent des réflexions pas très agréables. C'est quoi comme milieu, juste pour... J'étais TF1. Ah, d'accord. C'est pas les plus malins là-dessus. Et j'ai vu ces images de féminines qui étaient à l'époque pas encore en France, mais qui étaient venues faire une action contre DSK en France, qui était hilarante. Où elles étaient habillées en soubrette, à chanter « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» en nettoyant devant chez lui. On aurait dit un porno des années 70, mais c'était très drôle. Et le slogan de fin étant « La honte ne s'efface pas au lavage ». Et en fait, j'ai l'impression qu'en voyant d'autres filles qui s'engagent et qui se mettent en danger, et tu te dis « Moi aussi, en fait. Enfin, si on est ensemble, ça va bien se passer. » Si on est ensemble, on va y arriver et ça va bien se passer. Et par exemple, moi j'étais incapable, j'ai milité pendant 5 ans, mais j'ai toujours été incapable de faire une action seule. Ce qui a été le cas d'autres filles, mais le monoproteste, c'était pas pour moi. Ce qui me donnait vraiment envie et le courage et l'énergie d'y aller, c'était de se dire qu'on est plusieurs et on sait très bien qu'à plusieurs on arrivera à se faire entendre, même si on n'est que 3 en fait. Et qu'est-ce qu'on ressent au moment clé?
le moment où on est vraiment nu face au patriarcat. C'est un grand moment d'adrénaline. Je pense que c'est mieux qu'un orgasme en vrai. Parce que, surtout dans les actions féminines, où généralement on essaye toujours d'être face vraiment à l'ennemi. Donc que ça soit Marine Le Pen ou une manifestation contre le droit à l'avortement. Ou à chaque fois on essaye d'être vraiment au cœur des personnes et du groupe de personnes qui essayent d'entraver nos droits, et du coup c'est un soulagement et un bonheur très difficile à décrire en fait, que de pouvoir crier à la face de la personne, forcément d'arriver à boycotter et à bazarder la campagne de Marine Le Pen où elle voulait faire un bain de foule, et où au final on lui a tout spoilé, on ne fait que parler de nous qui arrivons en plein marché. Évidemment en fait que c'est jouissif et en même temps c'est très fort de se dire qu'il suffit d'une, deux, trois filles pour bazarder comme ça des campagnes de communication qui sont ultra rodées et ultra réfléchie. Et surtout en ce moment, elle est en train d'essayer de reprendre le vote des femmes en disant que elle incarne le droit des femmes, je ne sais quoi. Mais du coup, c'est important de lui rappeler que non. Et c'est important de l'interrompre et d'aller face à elle et d'y aller nue, justement. Parce qu'après, il y a aussi ce truc-là de la violence que ça peut engendrer, qui est complètement disproportionné par rapport à ces filles... sans armes, sans même un pull ou un manteau pour se protéger des poignes. Non, mais c'est en fait finalement l'image la plus forte qui est produite par le mouvement féminin, c'est plus l'arrestation que le happening. Enfin, c'est en tout cas moi ce qui m'affecte le plus. Enfin, c'est quand je vois ces corps dans les bras d'hommes beaucoup plus vêtus, c'est cette image qui symbolise en fait presque l'oppression féminine, la domination masculine. Et c'est aussi les suites qu'il y a après, c'est-à-dire qu'après ces arrestations qui peuvent être extrêmement brutales, il y a aussi des poursuites, on est traîné dans les tribunaux, on a des activistes qui sont condamnés à la prison avec sursis, ce qui est quand même gravissime, et elles sont considérées comme des délinquantes sexuelles, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus le droit de travailler avec des enfants, par exemple, parce que c'est des êtres dangereux. On vous condamne, enfin on vous accuse de quelle loi vous violez ? Exhibition sexuelle, évidemment. Ah oui, les nichons, ça passe pas du tout. Et alors parfois non, par exemple dans mon cas, ce qui aurait été absurde quand même, parce que m'accuser d'exhibition sexuelle pour avoir sauté seins nus sur la voiture de DSK, alors qu'il a été relaxé pour l'affaire du Carlton, ça aurait été un peu abusé. Donc nous, les activistes de cette action-là, on a été relaxés, mais en revanche, les activistes, Héloïse Bouton par exemple, à la Madeleine, n'a pas été relaxée. Elle est coupée d'un mois de prison avec sursis. Et donc là, on en a 3 qui vont avoir un double procès. Cet été, on verra ce qui se passe, mais ça reste un truc qui perturbe un peu de se dire, en fait... ça pose des problèmes, mais par contre les pubs d'Yves Saint Laurent qu'on voit dans la rue, c'est pas un problème. Un peu quand même. En tout cas pas au regard de la loi. Pas juridiquement. C'est un problème pour nous, tout à fait. Mais juridiquement ça ne l'est pas. Ouais, vous avez et quand on pense que les poussières elles ont été poursuivies après leur intervention à la cathédrale du Christ Saint-Sauveur pour hooliganisme, ça fait quand même un drôle, parce qu'elles ont chanté dans l'église... C'est un grand truc des pays de l'Est, ça, hooliganisme. Est-ce que, Élise, cette histoire de commencer par soi vous inspirait quelque chose ? Oui, ça m'inspire quelque chose, parce que au moment où j'ai commencé à m'intéresser au sujet des règles, en fait, j'étais en train d'écrire un essai sur qu'est-ce que c'était pour moi être une femme. Et je revenais toujours sur cette question des règles et en me disant, et c'était en plein pendant ma ménopause, donc au moment où mes règles étaient en train de s'arrêter, et je me suis rendu compte que cette oppression intériorisée, elle était passée par là pendant 40 ans, et que j'avais été, comme vous le disiez très justement, un peu opprimée comme M. Jourdain faisait de la prose, sans le savoir. Je ne m'en étais pas aperçue, et je n'avais pas pris conscience du fait qu'il y avait évidemment un impact sur une vie de femme, qui est que pendant 40 ans, on va avoir ses règles.
ces premières règles, c'est ce par quoi on vous dit « ça y est, tu es une femme ». C'est ce par quoi on est désigné femme. Et après, pendant 40 ans, une semaine par mois, on est supposé en avoir honte. On est supposé être mal à l'aise, on a du mal à acheter des tampons et des serviettes en étant complètement détendu. On demande ça à voix basse à une copine. Et ce phénomène qui est parfaitement naturel, enfin parfaitement naturel est même un mot stupide, mais en tout cas très courant dans nos vies, on est censé en avoir honte. Et je me suis dit que ce par quoi on est désigné femme, ce soit également ce qui est supposé nous faire honte, qui nous fait désigner comme impurs dans toutes les grandes religions, c'est quand même un gros problème dans la constitution de notre identité depuis qu'on est adolescente et ensuite pendant toute la durée d'une vie de femme. Alors est-ce que je vais faire l'amour pendant que j'ai mes règles, est-ce que j'en ai envie, est-ce que j'en ai pas envie, etc. Donc évidemment que d'écrire là-dessus, c'était écrire sur ma propre expérience parce que il y a des tas d'autres problèmes dans le monde, il y a la fonte des glaces, mais celui-là, je l'ai vécu dans mon corps pendant effectivement 40 ans. Donc partir de mon expérience à moi, c'était indispensable. Et c'était la base même de ce qui m'avait fait écrire. Mais par ailleurs, il y avait aussi autre chose, c'est que quand j'ai commencé à soulever un tout petit peu le couvercle de cette histoire des règles, je me suis rendu compte que ça couvrait un champ culturel absolument énorme. C'est un peu l'origine de notre culture, des inégalités, avec si on commençait à faire la somme de tout ça, je m'en sortais pas, puis je me disais mais je suis pas anthropologue, je suis pas sociologue, je suis pas médecin, quelle est ma légitimité pour parler de ça? Puis je me dis ah ouais, mais après tout j'ai quand même eu mes règles pendant 40 ans. Et puis donc finalement je devrais pouvoir être en capacité d'être la plus experte sur cette question et de voir de quelle manière ça m'a traversée, de quelle manière je l'ai traversée. Et qu'est-ce que j'aurais à dire sur les assignations, les images qui sont renvoyées sur le fait d'avoir ces règles en tant que femme aujourd'hui. Voilà. Donc oui, ça a beaucoup de... Et quand je vous entendais, je repensais, parce que en faisant toute cette recherche, je repensais à Artémis et à ses oursonnes, parce que il y a plein de mots pour désigner les règles, mais l'une des expressions que je préfère, c'est avoir ses ours. Avoir ses ours, c'était comme ça qu'on désignait avoir ses règles dans ma famille. Et je me suis demandé, mais tiens, d'où ça sort? Pourquoi on dit avoir ses ours pour avoir ses règles? Et il y a deux explications. Il y en a une qui dit, ça serait peut-être une abréviation du mot avoir ses jours. Avoir ses jours, c'est les jours où on saigne. Et puis il y avait une autre explication qui était que les ours, l'ours, c'est l'emblème d'Artémis, et Artémis, elle régnait sur les femmes menstruées et les femmes qui accouchaient. Et on le sait, on sait par exemple que quand les femmes avaient leurs premières règles, elles venaient déposer le premier sang, le chiffon qui contenait les premiers sangs, qui s'appelait les rachos, sur la statue, la colonne, la statue au temple d'Artémis, et ensuite aussi pour le sang des lochis, le sang de l'accouchement, pour demander la protection d'Artémis. Et Artémis, elle avait aussi une grande fonction, son nom veut dire ours, c'est une déesse lunaire, donc elle règne vraiment sur tout ce qui concerne les menstruations. Les jeunes filles étaient données à Artémis, elles faisaient leur éducation, c'était des oursonnes, elles apprenaient à tisser, elles apprenaient le cycle menstruel, elles apprenaient à chasser, puisque c'est aussi Artémis, c'est Diane chez les Romains, c'est la déesse de la chasse, et elles participaient à tous les grands rites, dont les chasses sacrées, mais pas seulement, et les mystères, c'était des moments d'initiation secrète. Le dernier stade de leur initiation consistait à courir nus, et particulièrement les seins nus, autour d'un feu. Et chaque fois quand j'ai vu arriver les Fémènes, je me suis dit, ah, ça y est, Artémis revient, elle va nous sauver, on va s'en sortir, on va récupérer ce pouvoir. C'était la déesse la plus puissante, celle qui régnait sur la vie et la mort, et sur la grandeur des femmes. Et il ne fallait surtout pas offenser Artémis.
Sinon, on risquait extrêmement cher. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en posant cette question, j'étais quasiment sûre que les mots honte, censure, invisibilité allaient apparaître, et vous les avez employés toutes les trois. Moi, la question du coup qui en a découlé, c'est que est-ce que finalement, vu que le corps des femmes, apparemment, on le préfère caché, ou on le préfère en tout cas dans un endroit bien défini où il ne sort pas de son cadre, est-ce que le fait de se mettre nu, c'est pas une façon d'être vu et même d'être entendu? Est-ce que c'est pas, en fait, on n'a pas le choix, quoi? Si, mais je pense qu'évidemment qu'on a le choix. Je pense que c'est un choix que de le faire, de la même façon que ça pourrait être un choix de décider de se voiler dans une société où on nous pousse à nous découvrir. Enfin, je pense que... on voit bien les jeunes des printemps arabes qui ont décidé de mettre le voile parce qu'on leur interdisait. Pour moi, c'est un choix, c'est une autre façon de lutter. Et je pense qu'on a toujours le choix, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui nous impacte plus aussi en tant que personne sur notre trajectoire personnelle que de se réapproprier notre corps. Et ça passe aussi par là, en fait. Ça passe par changer l'image de ce corps, surtout nu, qu'on a l'habitude de voir, en tout cas en France, qu'on voit énormément en fait, de corps dénudés dans le cinéma, dans la publicité. Et où en fait on a toujours plus ou moins les mêmes schémas de soit la femme fatale, soit la femme douce, à l'écoute et là pour plaire à l'homme. Et je pense que c'est important en fait de se dire que notre corps il peut aussi nous servir à nous et pas juste à plaire à l'homme ou à sa partenaire. Je pense que c'est... Ou à vendre aussi des objets, des produits. Ouais, je pense que c'est une façon de... Ouais, c'est une façon de faire, mais je pense que c'est pas la seule façon. En fait, c'est la sortie du cadre qui compte. C'est la sortie du cadre, mais par exemple, moi j'adorerais avoir un groupe d'activistes qui balance des tampons usagés sur François Fillon. C'est jouable, hein. Non, mais ça serait génial. On est combien là? Il faudrait qu'on synchronise un peu tout avant. 8 mai. 8 mars, pardon, 8 mars. Non, 27 mai, c'est la journée de l'égalité menstruelle. Moi, je pense qu'on peut faire. Ah, le 27 mai, mais ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Enfin, la campagne mais ça serait un autre mode d'action qui serait tout aussi mais je puissant. pense qu'on aura des adversaires déjà le 27 mai qu'on pourra définir ensemble. Oui, c'est vrai, comme ça n'aura pas fini. Tout à fait. De toute façon, ça va continuer longtemps. Ouais. On est reparti juste pour 50 quelque chose. On n'est pas tiré d'affaire. Ouais. Mais il y a des femmes qui avaient envoyé leur petite culotte à l'Assemblée au moment de la taxe tampon. Et je trouvais ça génial et je pense que c'est très visible aussi, hein, la besoin d'être nue pour être entendue. Qu'est-ce que vous en pensez, Rebecca, de cette question? Est-ce qu'il faut transgresser alors? Est-ce que la clé pour être entendue, pour être vue, c'est transgresser? Non. Il y a quand même quelque chose. En tout cas, à mon endroit, c'est un tel. Comment dire? Il y a une certaine violence reçue, donc ma violence à moi, ça va être de me faire plaisir et de montrer ce corps que j'ai pas le droit de montrer entre gros guillemets ou qui est pas visible dans la télévision, qui est pas décrit dans les livres. Enfin, ça dépend de quelle lecture on a, mais en tout cas, je m'y suis pas retrouvée, donc j'avais très très besoin de le montrer. Je suis complètement exhibitionniste. Chez moi, j'ai pas de rideau. Et du coup, mes voisins à Montreuil sont ravis. Et du coup, sur le plateau, c'est la même chose. C'est cet endroit de... Enfin, pour moi, la performance, il y a quelque chose de l'intime mis au plateau et qui devient politique, qui est questionné, tout ça. Mais c'était avant tout... Je ne voyais pas l'intérêt de mettre un costume. Souvent, quand j'explique, quand je travaille avec les lycéens, parce qu'ils doivent venir voir mes spectacles et que les profs flippent... et que je fais beaucoup d'accompagnement culturel, donc maintenant ce qui pose problème quand tu accompagnes des publics, c'est alors est-ce qu'il y a un nu, est-ce que tu peux valider, expliquer, enfin bon, donner justifier le nu et tout, et moi quand j'explique je dis pourquoi s'habiller quoi, c'est pour procéder à l'inverse, la nudité c'est une page blanche et après on voit ce qu'on y met dessus si on a besoin. Mais c'est voilà, en tout cas je pars de cette base là, moi j'inverse le truc parce que l'habit il dit beaucoup de choses, les accessoires, tout ça dit beaucoup, donc qu'est-ce que ça donne si je te donne d'abord cette page blanche qu'on a du mal à accepter, et voilà, donc
Donc pour moi, c'est ça la base. Mais l'idée de transgression, après, peut-être qu'elle ressort aussi dans vos collaborations. J'avais lu un descriptif du film que vous avez fait avec Émilie Jouvet, qui est une activiste porno-féministe et réalisatrice ultra talentueuse. My Body, My Rule, où il est question de montrer les corps qui prennent de la place, qui tâchent, qui piquent, qui jouissent, bref, qui dérangent. Il y a quand même ça, il y a quand même un peu une volonté de causer un trouble ou de jeter un caillou pour que ça fasse des ronds sur l'eau, quoi. C'est quand même pas complètement oui, neutre, c'est pas, comme oui, démarche. j'exagère un peu quand je dis que c'est... Mais bon, j'aime bien l'expliquer comme ça avec humour, Tout à en fait. tout cas pour les jeunes et puis pour les gens qui comprendraient pas. Mais oui, il y a une envie de réveiller, de secouer un petit peu, de dire mais en quoi ça choque, c'est quoi le problème. On peut se reposer la question de c'est quoi le problème de parler de ses sexualités, de parler... Voilà, moi, j'ai la sensation de ne pas avoir beaucoup conscientisé le sexisme, le racisme et l'homophobie que je pouvais subir. Mais par contre, une fois que j'ai compris où ça se situait de manière systémique, j'étais complètement survoltée. Donc il fallait que j'agisse partout, à tous les endroits où ça me dérangeait pas, il fallait que j'y sois, quoi. Donc j'ai beaucoup dit, voilà, si vous voulez me peindre, si vous voulez que je pose nu, que je sois dans votre film, que je me retire un tampon, que je dessine des trucs avec, enfin bon, je suis dispo, quoi. Voilà. J'ai juste passé dans le film d'Émilie, il y a eu une discussion à un moment pour que je me masturbe avec un os de poulet, et puis du coup j'étais là genre ouais non, finalement je préfère l'autre trou pour pour le poulet, quoi. Enfin la bouche, quoi. Et du coup bon voilà, des fois j'ai des endroits aussi de limite, mais tant que ça me bon voilà, je pousse ce truc là de limite parce que je trouve que il y a trop d'empêchements, en fait. Il y a trop d'empêchements à plein d'endroits, de kiffer, de se kiffer soi-même, de se montrer. Donc je me dis, ça peut inspirer, ça peut... Je cherche pas forcément à paralyser les gens de stupeur ou quoi. Mais ce qui me marque en fait dans vos discours à toutes les trois, c'est que vous parlez de jouissance, vous parlez de plaisir, vous parlez de kiff. Est-ce que finalement le problème n'est pas là? Tu posais la question, pardon, on va se tutoyer aussi. Au début de l'émission, je fais toujours ça devient un peu lassant. C'est quoi le problème au fond? Je lisais le livre de Geneviève Fraisse, La sexuation du monde, où il y a un chapitre qui parle du moment où les femmes ont voulu cesser d'être muses pour devenir artistes. Il y a beaucoup de moments dans l'histoire qu'elle décrit merveilleusement bien, je vous renvoie à son livre. Et au fond, on se rend compte que ce qui pose le problème qui est posé à l'artiste homme, qui jusque-là peignait ou sculptait la femme, c'est qu'en fait, elle va prendre du plaisir à faire ce que lui, jusqu'à maintenant, faisait dans son coin. Et donc, du coup, c'est un plaisir qui va rivaliser le plaisir sexuel que lui pouvait lui donner avec son phallus. Donc, le problème est là. Et cette dimension de jouissance, les femmes artistes qui exposent au-dessus de nos têtes m'en ont toutes parlé aussi. Je sais que Maroussia, quand je lui demande pourquoi elle pose nue, elle me dit parce que c'est le kiff d'être à poil. Et c'est génial de dire que mon corps est là, et il est beau, et je me sens bien avec. Est-ce que c'est une clé pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? C'est deux choses différentes. Élise, être nu, être vu. Être nu et avoir du plaisir à être nu, c'est un plaisir très connu. Enfin, moi, je me rappelle que me baigner nu, c'était un truc super agréable, bien plus agréable que d'avoir un maillot de sentir. Je me rappelle la première fois où j'ai perdu ma culotte. Bon, j'étais en train de me baigner à la piscine et je suis sortie, j'ai pas retrouvé ma culotte et il y avait mon jean qui était là, qui avait chauffé au soleil et j'étais mouillée, j'étais nue, je m'étais baignée nue et j'ai mis ce pantalon et la sensation était tellement bonne. Et puis je suis restée, j'ai pas trouvé non plus, je sais pas, quelqu'un avait dû vouloir me faire une farce, alors j'avais plus non plus mon t-shirt et je suis revenue comme ça, seins nus, chez moi, en traversant la forêt. Non, mais c'était dans la campagne. Ouais, c'était une piscine qu'on squattait, en fait. C'était chez des gens qui avaient un château. Et ils avaient une piscine un peu croupie où on allait se baigner en cachette comme ça pendant les vacances. Surtout, c'était en Vendée ou un truc comme ça. Et marcher, la sensation d'être nu, cette sensation d'avoir mis ce jean à cru, tout chaud, c'était tellement bon. Et en fait, il y a que ce plaisir soit beaucoup plus interdit aux femmes qu'aux hommes, parce qu'en fait,
par exemple, d'être torse nu, c'est une chose qui est parfaitement courante. Si un homme a trop chaud, il enlève son t-shirt et j'imagine bien qu'il sent un petit peu la brise sur ses tétons. Ça doit être vraiment très agréable. Et on le sait quand on le vit nous-mêmes. Donc, il y a aussi cette part-là qui n'a rien à voir. Moi, je ne me pose même pas la question, est-ce que mon corps est beau ? Et je me sens belle, je me sens bien. C'est surtout ça. Et qu'on a envie de vivre. J'ai envie de me sentir bien dans mon corps. Tel que les gens ne regardent pas, de toute façon je suis myope comme une taupe, donc quand je fais pas mes lunettes, chaque fois je me croise vaguement, je vois un truc dans le miroir, je me dis oh pas mal, bon, enfin. Puis voilà, et après je fais plus attention, je m'en fous en fait, je fais attention parce qu'on a des règles sociales qui s'appliquent, il n'y a pas que les règles qui nous arrivent tous les mois, il y a plein de règles sociales, mais ce plaisir de pouvoir l'affirmer tranquillement, de pouvoir dire oui, moi ça me fait plaisir d'essayer des trucs comme ça avec mon corps comme il est, mais bon, après il y a le caractère performatif que moi évidemment je n'ai pas fait à part en expliquant 40 ans de mes règles dans un livre, mais c'est à rien à voir avec le fait d'exposer son corps. C'est quand même une performance. C'est exposer, voilà, c'est pas du même registre. Par contre, je suis sensible dans... Moi, c'est pas par exemple quand elles sont arrêtées les fémènes que j'ai de l'émotion, c'est quand elles arrivent et quand elles lèvent les bras face comme ça et qu'elles affirment et qu'on les voit bien. Après ça m'énerve parce qu'on les voit plus, parce que je reçois plus ce message auquel j'adhère totalement. Ça me fait plaisir de voir des femmes qui sont nues, bon, d'abord parce que évidemment je revois toujours les oursons d'Artémis et que je me dis ouais, nous les femmes. Donc, et ça me plaît. Bon, c'est très perso. C'est Elvire. La nudité. En fait, souvent c'est marrant parce que quand il y a des nouvelles filles qui veulent rejoindre Femen, il y a toujours un moment de la question de mais en fait, du coup, ça se passe comment quand tu enlèves ton t-shirt, alors que les activistes, en vrai, c'est vraiment le cadet de leurs soucis et on a bien plus peur, en fait, y compris, enfin, on est beaucoup à être assez pudique, etc. Mais il y a ce truc-là de, ok, moi j'ai peur que ça se passe pas bien, de me faire reconnaître, de pas réussir à monter sur la barricade ou je ne sais quoi, mais la question d'enlever son t-shirt, on se la pose pas vraiment. Et en même temps, ce qu'on leur explique, du coup, c'est, mais en fait, par exemple, moi, quand je fais du topless, à la plage, j'entends, c'est rarissime et ça va vraiment être parce que je suis toute seule ou juste avec ma sœur sur une plage abandonnée ou dans le jardin enfin ou parce que j'aime bien ça, mais dès qu'il y a des gens autour, je me sens pas tout à fait à l'aise et ouais, j'aime pas trop. Alors que quand dans le cadre d'une action politique, ce moment où on enlève le t-shirt, c'est le moment où on se sent être pour le coup avoir une armure vraiment et être en tenue de combat et désarmer complètement l'adversaire. C'est assez intéressant en fait, comme j'aurais jamais cru qu'on puisse ressentir autant de puissance à être nu dans une situation qui est en plus généralement dangereuse et on n'est pas du tout en position de force d'un point de vue pragmatique, mais en vrai complètement. Et ce plaisir qu'Élise ressent en vous regardant, il y a des femmes parfois qui vous disent qu'il y a une espèce de dimension... Ah oui, mais bien sûr, y compris des femmes qui, je ne citerai personne, mais qui, quand on était à l'Assemblée, on me dit mais qu'est-ce que j'ai ri, mais qu'est-ce que c'était beau, ça faisait du bien de vous voir là, parce que c'est une façon, comme on a du mal, je veux dire en tant que femme, à se faire entendre, c'est une façon de faire taire tout le monde, parce que en effet, pendant quelques minutes, les gens ne savent tellement pas ce qui est en train de se passer qu'il y a un grand silence comme ça, et juste des cris et des corps de femmes qui émergent. Et du coup, c'est vraiment une façon de dire bon bah là t'as plus le choix, t'es obligé de nous entendre. Et c'est ça en fait, ce sentiment que plein de femmes peuvent avoir aussi, mais c'est ce qu'on avait eu quand avec mon amie Sarah Constantin, on avait fait une chanson sur laquelle vous aviez fait une chronique où on parodiait
On parodie Orelsan qui dit suce ma bite pour la Saint-Valentin et on chantait suce mon clit pour la Ce clip, Saint-Valentin. il est encore sur YouTube. Oui, Allez voir il est Suce mon censuré. clit sur YouTube, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment dans le genre jouissif, on y est. Et il y a plein de femmes qui, après cette chanson qui était à la base une blague et qui après est devenue quelque chose de plus révoltant parce qu'il a été censuré, etc. Enfin, c'était assez absurde, mais qui ont adoré cette chanson en disant mais c'est jubilatoire parce que ça fait du bien. Enfin, c'est tout ce qu'on n'a pas pu dire et qu'on ne dirait pas de manière naturelle puisque de toute façon ces paroles sont stupides, sexistes ou pas sexistes, c'est pas très intéressant. Mais du coup, de renvoyer cette violence et de se faire finalement entendre de manière humoristique et juste bah ouais, je suis une fille et je parle de clit et j'ai mis un tampon, on a un tampon usagé en me disant je vais te faire bouffer mes tampons usagés ou je ne sais quelle autre tournure de phrase charmante, mais c'est une façon de reprendre le pouvoir. Et je pense que c'est important aujourd'hui de ne pas avoir peur d'être nu, de parler de règles, d'oser être... d'oser s'imposer dans l'espace public. Aussi sur le niveau de la sexualité. Mais ce qui est intéressant, c'est que le clip d'Orelsan, donc la chanson en tout cas n'a jamais été jugée illégale ni censurée. Votre clip, au bout de 24 heures, il n'était plus sur YouTube. Parce que ça ne passe pas en fait. Pour contenu la censure sexuellement est immédiate. explicite. Et ça me fait penser aussi à des choses dont vous parlez dans votre livre, Élise, concernant par exemple les images de règles. Il y a le public qui est là aujourd'hui a été beaucoup recruté via Instagram. Sur Instagram, ça passe pas une image de sang, de règles. Il y a une photo très célèbre d'une jeune femme sur un lit, voilà. Alors que bon, je me coupe le doigt, je monte le sang de mon doigt, il n'y a aucun souci. Comment on explique ça, cette censure, ce tabou sur tout ce qui vient de notre corps? Bon, alors, c'est pas le tabou sur tout ce qui vient de notre corps, parce qu'il n'y a pas le même tabou sur le sperme. Je parlais de notre corps en tant que femme. Non, mais je veux dire tout ce qui vient du corps. Non, mais voilà, il n'y a pas de D'ailleurs, tabou sur le en sperme. Angleterre, mais il me semble qu'ils ont interdit en Angleterre les éjaculations féminines dans les pornos. Ah bon Pardon. Je m'en vais. Rebecca est traumatisée. Je suis traumatisée. Non, mais le tabou, Alors, je voulais bien dire évidemment notre corps. le tabou du en tant que sang femme. menstruel, il est spécifique et il est à l'origine du monde, pour le coup. Faut se figurer la chose. En fait, quand il y a, je sais pas, 30 000 ans, 40 000 ans, 100 000 ans, une femme avait ses règles. Ça envoyait un signal aux hommes qu'elle était potentiellement fécondable, puisque ça voulait dire qu'elle n'était pas enceinte. Donc c'est une invitation à venir planter la graine. Gros souci, c'est pas du tout le moment où on est fertile, effectivement, puisque ça va arriver 12 jours plus tard. Donc à partir de là, tout s'organise, tout part en sucette, si je puis dire, puisque tout commence à se décaler et ce sang devient divinisé pour énormément de raisons, entre autres parce que c'est le signe de la fertilité, et interdit, parce qu'il fallait beaucoup de choses. Il fallait vraiment, pour empêcher des gens de faire l'amour, pour empêcher les gens d'avoir des relations sexuelles et de suivre leurs désirs, il faut y aller très très fort. Il faut dire tu vas mourir. Si tu as des relations sexuelles maintenant, tu vas mourir. C'est pour ça, c'était la condition pour assurer la survie de l'espèce. On ne serait jamais ici pour parler des règles s'il n'y avait pas des gens qui avaient dit c'est interdit d'avoir des relations sexuelles pendant les règles. Il faut attendre. Et il va falloir s'organiser pour ça. Plusieurs anthropologues disent qu'en fait ce sont les femmes qui se sont retirées et qui se sont retirées ensemble pour interdire aux hommes l'accès à leur corps. Parce qu'elles avaient calculé, et elles étaient les premières en capacité de calculer leur cycle. Elles sont aussi, d'après des anthropologues très sérieux, c'est mon truc préféré. Tristes de mathématiques. Des mathématiques. Donc, on a inventé les maths en comptant nos jours de cycle. Les premières tables mathématiques sont des tables qui calculent la durée d'un cycle et celle d'une grossesse en fonction du cycle lunaire. Pourquoi c'est tabou? Il y a plein d'explications. Les connaître, ça nous permet d'en jouer beaucoup plus, parce qu'on se dit bon maintenant la survie de l'espèce c'est plus vraiment le problème, maintenant ça serait essayer d'être un peu moins nombreux sur Terre, de peut-être produire un peu moins de déchets, ce qui voudrait dire peut-être avoir un peu moins nos règles. Combien 1,5 tonne de tampons dans une vie à peu près?
1,5 tonne de tampons. Ça fait réfléchir quand même. Ouais, ça fait réfléchir. Mais il faut voir que même si les règles, c'est vieux comme le monde, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on les a autant. 450 à 500 fois dans une vie, c'est du jamais vu. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire des femmes. Alors on prétend que c'est naturel d'avoir ces règles. En fait, c'est absolument pas naturel. Les femmes préhistoriques, elles avaient une centaine de fois, voire même beaucoup moins, leurs règles au cours d'une vie. D'abord, elles avaient leurs règles beaucoup plus tard, en 18-20 ans, on pense, chez les femmes préhistoriques, elles avaient leurs premières règles. Ensuite, elles vivaient beaucoup moins longtemps. Et troisièmement, pour l'immense majorité des femmes depuis le néolithique, on avait des enfants en continu à partir du mariage, suivis d'allaitement. On était tout le temps enceinte, enfin je dis on, comme si j'y étais moi. Les femmes étaient tout le temps enceintes, donc de fait, elles avaient beaucoup moins souvent leurs règles. C'est devenu une question centrale de nos vies que depuis le début du XXe siècle. Avant, et d'ailleurs, les protections périodiques ont été inventées au début du XXe siècle. Avant, on avait ces fameux chiffons. Quelquefois, quand on était une comtesse, elles étaient brodées à notre nom. Mais bon, tellement chic. Ouais, c'est un truc qui se perd. Et effectivement, on produit, à cause du fait qu'on a énormément ces règles, d'abord ça a des conséquences sur la santé qui ne sont pas du tout explorées. La première, c'est qu'on le sait, qu'il y a un lien, par exemple, entre le nombre de cycles qu'on aura dans une vie de femme et la survenue de cancer hormonodépendant. On sait que c'est un facteur aggravant pour une maladie extrêmement grave qui est l'endométriose, qui touche quand même 1 à 2 femmes sur 10. Enfin, c'était 1 femme sur 10 il y a une vingtaine, une trentaine d'années, peut-être parce que c'était sous-diagnostiqué, mais maintenant on s'approche vraiment de 2 femmes sur 10, parce que les cycles font que l'endométriose devient de plus en plus important. Plus on a ces règles, plus l'endométriose va s'étendre, si on en est affecté. Et comme on a honte, voilà, comme ça, on n'en parle pas au médecin, on sous-estime le premier symptôme en étant des douleurs extrêmement graves pendant les règles, on sous-estime les douleurs qu'on éprouve. Non, c'est normal d'avoir mal pendant les règles, c'est ce qu'on nous apprend ça, depuis qu'on a 12 ans. Ça, c'est dans le pack, tu accoucheras dans la douleur. Voilà. Il y avait un pack complet avec le cadeau bonus, c'était « et en plus tu en chieras chaque fois de moi ». Si jamais tu as le malheur de ne pas être enceinte en permanence. Donc pour se faire à l'idée, voilà, donc il y a beaucoup de... C'est un enjeu de santé publique, mais c'est un enjeu d'égalité et d'intégrité pour les femmes, de savoir ce qui leur arrive, de savoir... Et je dis ce qui leur arrive, je déteste dire ça, j'ai envie de dire nous. Pas les femmes, comme la femme n'existe pas, les femmes, voilà, c'est quelque chose en nous, c'est ce qui nous arrive. Pour en revenir à cette notion de censure ou d'invisibilisation, Rebecca, c'est quelque chose que vous avez subi par moment? Vous avez ressenti une forme de censure sur votre action, sur votre image, votre corps? Non, j'ai plutôt de la chance, je crois. En tout cas, depuis que j'ai commencé à montrer, à produire des choses où je me mets en scène, voilà, j'ai dans le milieu de la culture, à Paris, dans la performance et tout ça, les choses sont plutôt permises. Pour le moment, c'est plus compliqué actuellement. Depuis que je verbalise le pourquoi c'est important, enfin, comment dire, depuis que je verbalise, là, actuellement, je fais un spectacle sur le football féminin, avec 12 autres personnes, avec des personnes trans, et du coup, depuis que je verbalise des choses autour de l'antiracisme, de l'antisexisme, de l'anti-homophobie, depuis que j'ai un peu plus d'éléments et tout ça, et que je dis finalement ce que je faisais avant, enfin que je donne d'autres éléments, là c'est bien plus compliqué. Maintenant que je nomme les choses. Là on me reproche de dénoncer, de toujours me plaindre, de voir que le mal. Donc voilà, finalement quand je faisais les choses, bon les gens ils voyaient ce qu'ils voulaient voir, donc ça va. Maintenant vous nommez la démarche politique, ouais, voilà. Et ça passe plus du tout. C'est un peu plus compliqué, ça discute plus. Voilà, ça passe, mais derrière il y a des réponses quoi. Qui vous fait ce genre de remarques? Vous voulez que je travaille plus quoi? Non, mais pas des noms, mais des... Qu'est-ce qu'on vous dit concrètement? Ça va être que... Alors concrètement... par exemple dans les performances, moi en fait l'endroit où je suis plus en train de performer, c'est pas tant dans la nudité que dans l'ingestion. J'ingère beaucoup de choses sur le plateau. Alimentaire? Par la bouche normalement. Ouais.
Et du coup, je renvoie à une violence de l'alimentation, du corps, du fait d'être gros, de plein de choses comme ça. Et on va me dire, il serait temps que tu arrêtes, c'est bon, on a compris là. Enfin, on a compris que tu rencontrais des problèmes avec ton corps dans la société telle qu'elle est faite. Je dis, oui, je te demande pas, c'est pas qu'une question d'avoir compris, c'est tant que j'ai besoin de l'exprimer et de raconter des choses avec ça. Voilà, j'ai le droit de dénoncer la grossophobie, ouais, mais c'est pas un super problème, c'est pas un truc. Puis la grossophobie, c'est quoi ce mot voilà. Bon, ça va être des trucs comme ça va être. Aussi sur ce truc à la nudité aussi, de pourquoi rester nu, pourquoi à un moment pas avancer dans autre chose. Enfin bon, bref, les gens, ils commencent. C'est questionné en permanence en fait. Ouais, voilà. Mais encore une fois, je me trouve assez chanceuse dans l'endroit où je suis, protégée par la bulle. C'est plus compliqué dans la famille, c'est plus compliqué dès que je sors de Paris, dès que je retourne dans ma Picardie ou des trucs comme ça. Enfin, c'est autre chose, quoi. L'art et la culture, c'est un endroit effectivement où les femmes trouvent des moyens de s'exprimer, où la transgression en fait est plus autorisée et elle est même attendue. Oui, après, du coup, comme il y a moins de femmes, quand même à la direction des lieux, dans les choix, dans les programmations des théâtres, on est beaucoup, c'est beaucoup d'hommes. Il y a le collectif HF qui travaille à l'égalité hommes-femmes dans les milieux de la culture, faisait des sondages, s'apercevait qu'il y avait 80% de programmation de metteurs en scène hommes, de textes d'hommes. Dans la cour de nord du Palais des Papes à Avignon, sur 66 ans de festival, 70 ans de festival, il y a Marguerite Yourcenar, mais encore montée par extrait. Enfin bon, c'était que des choses comme ça, donc du coup... comme elles ne sont pas sur les plateaux, que ce n'est pas leurs histoires qui sont racontées, et après quand on rajoute la notion de femmes racisées ou d'autres discriminations, bon là ça ne sert plus à rien de compter, il n'y a plus rien. Mais, donc c'est à cet endroit-là quand il y a une censure qui existe, mais une censure pas invisible, mais un peu quoi. Systémique. Ouais, voilà. Donc c'est à cet endroit-là. Donc forcément. On ne censure même pas quelque chose dont on nie l'existence. C'est ça, ça n'existe pas. Il ne permet pas d'exister. Il n'y a pas besoin, on ne forme pas. Si elles ne sont pas là, c'est qu'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. C'est qu'elles ne sont pas douées, c'est qu'elles n'ont pas les compétences d'eux. C'est sans fin, c'est le même système qui se reproduit dans ce microcosme théâtral, quoi. Mais. Le fait d'être l'exception aussi, c'est vraiment comme le pendant du racisme. On va voir les gens qui sont méchants, racistes, puis on va voir les gens qui sont qui adorent l'exotisme, qui sont fascinés, qui veulent tous coucher avec toi. Bon, voilà. En tout cas, je rencontre ça. Et là, dans le milieu du spectacle, en tout cas, dans ce que je rencontre, c'est un peu ça. Soit on n'en a pas besoin, voilà, donc on nie, on censure et tout. Soit du coup, tu deviens un peu l'exception et tu as la porte ouverte à tout. Moi, j'arrive un peu à un moment où j'ai la porte ouverte à plein de trucs. Donc du coup, je passe même devant d'autres personnes qui ont peut-être plus bossé, plus machin, qui ont peut-être plus, à mon sens, plus de légitimité. Mais j'arrive à un endroit où on a besoin, donc tu vas prendre une place un peu de quota, je suis dans un entre-deux, donc c'est hyper compliqué parfois. Moi, je suis très contente d'être à ma place et je me dis que j'ai du pouvoir pour amener les copines, les sœurs et tout ça. Et à la fois, c'est compliqué d'être porte-parole. Moi, j'ai pas demandé à être porte-parole, j'ai pas demandé à être... Voilà, je fais mon truc et après, c'est les gens t'assignent à une place, donc du coup, tu te dis, ah ok, donc je suis ça, donc bon, qu'est-ce que je fais ? Soit je refuse d'être là, performeuse noire, machin, soit je l'accepte et j'en fais mon cheval... J'en fais mon cheval, ça se dit. Ouais, je peux dire. J'en fais ma bataille pendant un certain temps, puis je vois. De toute façon, je peux pas passer outre parce que je me le prends dans la gueule, donc bon, autant m'y mettre. Mais voilà, c'est vraiment ce truc des deux côtés. Soit d'être l'exception et d'être désirable, soit d'être nié. On va bientôt arriver au bout de l'émission. Aujourd'hui, on est le 8 mars. Nous sommes la journée internationale des droits des femmes. Mais l'émission sera certainement diffusée au début du mois de mai, au moment où la France, les Français, les Françaises devront voter pour la seconde fois. Vous avez un message, c'est très dystopique et bizarre ce que je vous demande de faire, mais quelque chose à adresser à la jeune femme ou au jeune homme qui écoutera notre discussion à ce moment-là. Je sais pas, c'est hyper bizarre ce que je vous demande de faire, mais j'aime bien l'idée. De bouteille time-lapse. C'est une grosse colle, là. C'est clair. Oui, on est là. Finalement, mon message qui n'est pas forcément
pour cette période-là, mais qui est valable dans l'absolu, mais qui sera sûrement encore plus à ce moment-là, c'est en rencontrant beaucoup de jeunes lycéens pour leur TPE, etc., on se rend compte que la jeunesse est de moins en moins engagée et de plus en plus désillusionnée, ce que je peux comprendre parce que je le suis aussi. Engagée ou votante Les deux. Parce qu'on peut être engagé et ne pas voter. Là, c'est pour ça que je voulais faire la nuance. Ouais. Donc je ne ferai pas d'appel à voter car je comprends tout à fait ceux qui appellent à ne pas voter. Je ne sais pas où on en sera et personnellement je voterai, mais je ne ferai pas la morale à ceux qui décident d'aller voter blanc. En revanche, je pense que c'est important de s'engager. Pas forcément pour des causes féministes, mais je pense qu'on a tous à cœur des causes qui nous parlent, et je pense que c'est important de montrer un visage de la jeunesse qui veut changer les choses. Et là, je pense que peu importe la personne qui sera élue pendant ces présidentielles, le changement ne sera pas au rendez-vous. Et je pense que c'est par les militants et par les citoyens que le changement peut avoir lieu. Donc je ferai un appel à la mobilisation et à l'engagement politique et militant. Élise, Rebecca, inspirée. Élise, ok. Rebecca n'est pas encore prête. Rebecca fait des signes. Moi, je dirais... j'ai deux choses qui me préoccupent. La première, j'étais très sensible à ce que tu disais tout à l'heure, Elvire, sur le réveil du mouvement féministe face à Trump, que finalement on a un adversaire clair, etc. Et en même temps, au fond, ça m'angoisse. Parce que quand je pense aux années 30, en Allemagne, c'était là que la gauche européenne était la plus forte, c'était là que les communistes étaient les plus puissants. Mon compagnon est allemand et son père était un militant, même pas communiste, je dis même pas communiste, il était socialiste et il était avocat, très engagé, il était très jeune, il avait 26 ans et il a vraiment cru, quand Hitler a été élu, qu'il allait pouvoir, par la loi, puisqu'il était avocat, porter plainte, etc. Et puis il s'est rendu compte quand il y avait des injustices, puis il s'est rendu compte très rapidement que ce n'était pas possible. Et puis le jour où, sur la mairie de sa ville, on a hissé le drapeau nazi, il a envoyé une lettre de protestation en disant... et on parle là de 1934, le moment où ça s'est passé, en disant qu'il s'opposait à ça, que c'était que c'était illégal, premièrement parce qu'on ne doit hisser que le drapeau de l'Allemagne, et deuxièmement parce que le fait de hisser le drapeau nazi était une insulte directe à la population juive de sa ville, puisque Hitler avait annoncé sa volonté d'en finir avec le peuple juif. Lui-même n'était pas juif. Il s'est retrouvé emprisonné, il a été exilé pendant 5 ans et il a survécu. Quand il est revenu, tout l'appareil politique et juridique était encore détenu par des nazis. Mais ce qui me préoccupe beaucoup aujourd'hui, et c'est ce qu'on voit advenir avec Trump, c'est que quand bien même on serait des millions dans les rues aujourd'hui pour protester, quand bien même on essaierait de construire une alternative, ils vont très vite pour mettre en place une dictature, pour mettre en place un système d'oppression, pour mettre en place et préparer des guerres. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Alors je ne suis pas en train de faire un appel, mais cette angoisse pour moi elle est présente, et je pense que ce qui est le plus urgent de mon point de vue, c'est de donner une forme et une image, mais ça rejoint un peu, au monde qu'on voudrait voir advenir. Et c'est très difficile. C'est très difficile parce que, on n'imagine jamais, par exemple, qu'on puisse vivre dans un autre monde que le capitalisme. Il n'a pas de visage, comme la finance qui n'a pas de visage, dont on nous a parlé en 2012. Notre alternative, ce qu'on veut obtenir, comment on voudrait que le monde soit, on ne l'imagine pas suffisamment. Et je pense aussi qu'on sous-estime beaucoup la capacité
de l'obscurité de fondre sur nous. Donc de rester éveillé et d'avoir une capacité à rêver une alternative positive, une alternative de rêver, va rester la chose la plus importante. Et pour ça, se déconnecter, parce que je pense qu'il y a trop de choses dans ma tête qui ne devraient pas y être et qui m'empêchent de réfléchir vraiment. Donc c'est plutôt ça le message que j'aurais envie de donner, qui va paraître totalement lunaire au moment où vous allez l'entendre le 4 mai. Pas sûr. Non, mais ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, Élise, c'est que moi j'entends autour de moi une espèce de discours qui peut aller de la résignation à une espèce d'enthousiasme presque, un peu bizarre. Genre, allons dans le mur, tant qu'on y est. C'est bien de le rappeler, et je pense que c'est aussi... vous êtes un tout petit peu plus âgé que nous, et du coup, du fait le père de votre mari a vécu des choses que le père de nos maris n'ont pas vécu. C'est aussi le lien avec l'histoire, avec ce qui s'est passé avant, qui est important d'être fait. Et c'est pas sur Instagram qu'on trouve ça, c'est dans les livres. Rebecca. Non, mais je rebondis sur ce qui vient d'être dit et sur se déconnecter un peu. Alors moi, comme j'ai cette angoisse des livres parfois, je sais que la connexion, le fait d'être connecté, c'est ce qui m'a permis de découvrir plein de choses que j'aurais jamais découvert, des personnes qui m'ont enseigné des choses, tout ce que j'avais pu être dégoûtée de l'école. Où j'avais la sensation qu'on s'adressait pas à moi et qu'on me racontait pas l'histoire. Pas mon histoire, et que j'étais pas vraiment à ma place, ni sur la manière de transmettre les choses. J'apprenais, juste pour le lendemain, quoi. Donc me sentir vraiment un culte à plein d'endroits et pas à ma place pour m'exprimer même. Donc du coup, moi, en tout cas, la connexion, sur les réseaux sociaux, j'ai appris énormément de choses. J'ai rencontré plein de personnes qui ont participé à mon éducation. Et moi, l'endroit, ce que je voudrais encourager, même si ça fait un peu peur, c'est des endroits un peu... ça fait un peu peur comme mot, mais ça va bien se passer. Des endroits communautaristes, des endroits où on peut se retrouver par communauté de femmes, par communauté de sexualité, de classe, même des fois pour réfléchir, pour batailler, pour se parler. Donc oui, je suis assez d'accord avec l'idée aussi qu'il faut se parler et essayer des choses. Moi, la plus belle expérience que j'ai vécue cette année, c'était quand même le camp des coloniales, où d'un seul coup, je me suis dit, ah ouais, en fait, comme quand on découvre le féminisme et tout ça, à certains endroits en tout cas, il y a d'autres personnes comme moi, on vit les mêmes oppressions, on peut batailler ensemble, il y a des initiatives à faire, il y a des choses, et ouais, j'encourage ça en fait, de ne pas avoir peur de ça. En tout cas, qui a peur, c'est les gens menacés, souvent. Et ça m'a donné beaucoup de force, beaucoup de force pour agir et pour réagir. Et du coup, j'encourage à réfléchir aux privilèges qu'on a chacun, qu'on soit valide, blanc, hétéro. Et ça aussi, c'est pour ça, à cet endroit-là où moi j'ai du mal à me dire que je vais aller voter encore. J'ai vraiment, pour la première fois, parce que je suis une bonne élève, vraiment, quand il a fallu aller voter pour Xavier Bertrand contre Marine Le Pen, j'y suis allée. Wow. Et j'avais vraiment mal au cul, mais j'y suis allée. Et ça m'a brillé beaucoup la tête. Et là j'en arrive à un endroit où je me dis non mais fuck quoi, je ne suis représentée nulle part en tant que femme, en tant que racisée, en tant que homo, où on se balade, on utilise nos sujets comme comme on vendrait du coca quoi, je sais pas, c'est vraiment des bonus quoi, avec aucune réflexion de fond et avec une réflexion militante qui reste un peu francilienne quoi. Après il y a des gens partout qui sont motivés et tout, mais j'ai un peu du mal dès qu'on sort de l'Île-de-France, je me dis waouh, ou même là j'étais dans les Balkans, je me suis pris une grosse tarte dans la gueule. Donc voilà, j'ai hâte que ça se spread, que ça s'étende, que ça se... Mais c'est en train. Ouais. J'y crois, j'essaye. En tout cas, je fais chier tout le monde avec ça. C'est un bon début. Et je veux pas lâcher l'affaire. Laissez couler. Si ça spread. Et ça. Laissez couler. La tache d'huile qui se... Moi, je propose aux hommes qui veulent vraiment s'engager pour les droits des femmes, ce 8 mars, qu'ils expérimentent un truc formidable qui s'appelle le Vampicuni. Voilà, donc un petit cunilingus sur la femme qui a ses règles. Ça lui fera plaisir. Et ça peut même lui sauver la vie. Pourquoi ? Parce que dans le sang menstruel, il y a des cellules souches qui sont très très bonnes pour la santé. Les Chinois disent que le sang menstruel peut vous donner la jeunesse éternelle, peut-être même vous rendre immortel, à condition de s'abreuver à la source des femmes. Donc si vraiment les hommes veulent s'engager pour les femmes et vivre longtemps,
ils ont une possibilité de poser avec les lèvres rouges d'une bien plus intelligente manière et en plus sans donner un sou aux multinationales. C'est une façon parfaite d'achever l'émission. Merci beaucoup. Tu l'as achevé. Merci beaucoup. Le Cuny vampire, le vampire Cuny, franchement. Merci mille fois d'être venues toutes les trois et merci beaucoup à vous toutes d'avoir été là. C'était vraiment chouette de vous sentir. Non, vraiment, c'est cool. Voilà, bon, on va libérer. Merci. Si vous avez aimé l'émission, le mieux c'est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. N'oubliez pas de vous inscrire à notre fabuleuse newsletter sur notre site nouvellesécoutes.fr et cliquez sur La Poudre. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec Zisla Tortello, assistante de production, et Zaki Halal pour le mixage. Retrouvez toutes nos émissions sur nouvellesécoutes.fr.